Just to remind you, pushing back and starting. So 10 minutes search to go forward. Enjoy the short flight. Le Laos, pays d'Asie du Sud-Est, tourmenté par une histoire mouvementée, n'en a pas pour autant développé son tourisme grâce à la richesse de ses ressources naturelles et à la diversité de sa population. Découvrez le Laos à travers Ici et ailleurs. Tout commence ici, en Thaïlande, sur les rives du fleuve Mékong, frontière naturelle avec le Laos sur plus de 1000 km. De l'autre côté du fleuve, au cœur du Triangle d'Or, se trouve la première étape de notre périple, la ville frontière de Hoi Chai. Bon, bienvenue au Laos. C'est Sabadi, c'est bonjour. Sabadi, voilà. Sabadi. Au revoir, c'est Sokdi. Sokdi. Nous sommes 12 réunionnais à partager cette aventure dans le nord laotien. Nous avons tous répondu présent à l'appel lancé par l'association Motoland Aventure, déjà riche d'une dizaine de voyages à travers toute l'Asie. Sans perdre de temps, nous réceptionnons nos motos, des 250 Honda Trial monocylindres, et c'est parti pour 2000 km à travers un territoire aussi mystérieux que surprenant. Seul pays d'Asie sans chemin de fer et dépourvu d'accès à la mer, le Laos s'est engagé dans une politique de grands travaux. Son objectif, en faire un point stratégique dans les échanges commerciaux entre la Thaïlande et la Chine. Les 225 km d'asphalte qui traversent le nord du Laos en sont la manifestation la plus spectaculaire. Fraîchement achevée, cette route est encore très peu empruntée. Première impression, c'est que les routes elles sont relativement très bonnes, pas trop de soucis. Les motos sont impeccables, identiques à nos motos européennes. Cette route contourne un petit sanctuaire en l'honneur des esprits du lieu. Nous en verrons très souvent. Dans les régions nord, l'importance de l'animisme se révèle pratiquement partout, à travers ces édicules toujours correctement entretenus, y compris à proximité des pagodes. Le Laos est l'un des pays les plus pauvres au monde. Avec environ 6 millions d'habitants, c'est aussi le moins peuplé d'Indochine. 48 ethnies ont officiellement été recensées et environ 40% de la population Lao est constituée de groupes minoritaires d'origine montagnarde. Ça, c'est les arbres noirs. Mais original, c'est les arbres noirs, les monts qui viennent de Birmanie. Et puis, Birmanie, c'est plus haut comme ça. Et depuis Birmanie, les arbres, les monts qui descendent jusqu'à la Chine, Laos et puis Vietnam, qui parlent la même langue. Ça, c'est les arbres noirs, mais il y a encore les arbres pantalons blancs et puis les arbres rouges, comme ça, qui parlent la même langue. Ouais. Enclavé entre la Chine, la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam, le Laos a toujours connu un profond brassage ethnique qui fait sa richesse d'aujourd'hui. Notre virée aux portes de la Chine nous permet de mieux appréhender cette notion abstraite de frontière. Car aucun peuple n'est fixe. Il y a eu de tout temps des migrations, toujours dans le même but,
trouver de quoi subsister. Voilà, ici, les deux côtés sont pays frères. Et les deux peuples, quelquefois ils se mélangent, ou bien qu'ils peuvent passer l'un à l'autre côté facilement, quelquefois sans papier, bien sûr, parce que ici c'est local quand même. C'est le même peuple. Le voyage se poursuit à la rencontre de la formidable mosaïque culturelle qui caractérise cette région montagneuse. On distingue 3 grands groupes ethniques au Laos. Les Lao des plaines, des mi-pentes et des hauts plateaux. Les Mongs et les Yao, ethnies montagnardes de souche tibéto-birmane et du sud de la Chine, sont historiquement nomades. On assiste cependant à leur sédentarisation plus ou moins forcée. Les raisons en sont officiellement sanitaires et éducatives. Mais sans doute est-ce une conséquence de la guerre que Vietnamiens et Américains se sont livrés sur son sol. Des montagnards ont alors été enrôlés de force, dans un camp comme dans l'autre. Certains payent encore leur opposition au régime communiste et leur soutien aux armées françaises et américaines lors des guerres de décolonisation et du Vietnam. 30 ans plus tard, loin des regards, se déroule dans la jungle une guerre secrète où des familles entières de Hmong sont exterminées par l'armée laotienne et vietnamienne. Les ethnies des hauts plateaux peuplent les régions élevées à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est là qu'elles vivent de la culture du riz, du maïs, de quelques légumes et de l'élevage. Parallèlement, elles cultivent l'opium, en grande partie pour leur consommation personnelle, les vieux et les malades ayant le droit de fumer. Aujourd'hui, officiellement, les champs de pavots ont été éradiqués et remplacés par d'énormes plantations d'EVA, l'arbre à caoutchouc. L'État Lao a ainsi quasiment éliminé la production d'opium, passant du statut de 3e producteur mondial à celui d'exemple à suivre. Nous sommes à notre 3e jour de voyage. L'extraordinaire sérénité des Laotiens, en harmonie avec la magie des lieux, nous envahit totalement. Cette rencontre avec l'autre, ces moments privilégiés avec des populations qui n'attendent rien de nous, si ce n'est recevoir quelques soins, est aussi une formidable occasion de réflexion sur notre propre façon d'être. Le voyage doit avoir un sens parce que le voyage est toujours une confrontation des différences. Dans le voyage, on se confronte à un autre et on prend un autre point de vue. Et je crois que ça, c'est important dans la vie, de savoir regarder les choses du point de vue qui ne soit pas toujours celui qu'on nous impose ou de celui qui est celui de la bien-pensance caractérisée. Et donc d'admettre qu'on peut changer de posture. La faible densité démographique du Laos a permis de conserver un important espace forestier couvrant environ la moitié du pays. Un petit tiers de ces forêts sont encore primaires. Cependant, ces espaces sont mis en danger par la surexploitation du bois et la pratique de la culture sur brûlis, essentiellement pour le riz de pente. Les regroupements plus ou moins autoritaires des populations dans des lieux proches des nouvelles voies de communication ont entraîné des pressions beaucoup plus fortes sur des surfaces cultivables plus restreintes, ne permettant pas toujours à la forêt de se régénérer. Les distances entre les villes d'étape sont relativement courtes, de 150 à 250 km. Nous roulons tout de même 6 heures par jour, à une moyenne de 40 km/h. Mais la fatigue s'efface vite devant la beauté du décor et le plaisir de piloter. Le Laos, pour la moto, c'est super. Déjà parce que nous, on vient de l'île de la Réunion et on n'a pas l'habitude de faire des grandes virées, des 4, 5, 6 heures de moto. Vraiment, ça fait plaisir. Des belles lignes droites, puis surtout la montagne, le beau qu'on a passé.
Le voyage se déroule sans embûches, ponctué par de nouveaux arrêts dans les villages bordant la route. Nous ne manquons pas de nous arrêter dans celui-ci, peuplé de tisserands. Cet artisanat nous intrigue, et nous sommes surtout attirés par la chaleur des sourires que nous recevons. Plus loin, le contraste est saisissant. Le froid aussi. Il fait à peine 10 degrés. Nous culminons maintenant à plus de 1200 mètres, et la végétation, au détour d'un col, a brusquement changé, rappelant étrangement celle de notre île. Mais la surprise à venir est à la hauteur de nos souffrances. À l'occasion d'une panne, nous sommes tous conviés à une étonnante fête. Quand ils construisent une maison, on nous a expliqué qu'ils recevaient plein de gens, de façon à ce qu'ils fassent la preuve de leur prospérité, de leur santé. Et le fait de recevoir des étrangers, c'est un gage de prospérité pour l'avenir. Donc en fait, ils sont très contents qu'on soit venus. Et le fait de sauter, de danser dans la maison, ça permet de tester la solidité de la maison aussi. Ah oui, oui. Très important. Plus on est nombreux, plus on teste et au fur et à mesure, il renforce les soubassements de la maison. Pendant ce temps, nos spécialistes de la moto s'affairent toujours à réparer la panne. Nous devons impérativement atteindre la prochaine étape avant la nuit. Petite fuite d'essence, j'ai déjà vidé mon bac en 30 km. Sommation excessive. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette moto. Les gens qui habitent ici ne comprennent rien du tout. Parce qu'ici, c'est que le scooter, le petit scooter chinois. C'est ça. Le scooter chinois, c'est 110 cc, c'est pas comme ça. Ça, c'est 250. Dans un pays où il ne faut désespérer de rien, la caravane finit par se remettre en route. Celle-ci redescend maintenant dans la vallée, où la température redevient plus clémente. Ce sont de nouveaux visages qui nous accueillent, tout aussi intrigués que nous par cette rencontre silencieuse, où la parole devient inutile, chacun s'observant avec amusement et respect. Le signe de la main et le sourire est un langage universel et on en a eu beaucoup tout au long de notre périple. Je pense qu'on en aura encore beaucoup. C'est la meilleure façon de se parler. Plus loin, des objets chargés de souvenirs barbares contrastent avec la sérénité des lieux. Ils viennent nous rappeler qu'en d'autres temps, ce pays a été meurtri par des années de guerre. La plaine des Jarres est le symbole même des outrages que l'homme inflige à son passé. Ce lieu mystérieux n'a jamais livré ses secrets. La présence de centaines de jarres, remarquablement taillées dans la pierre et pesant jusqu'à 6 tonnes, remonterait à 600 ans avant Jésus-Christ. Leur signification et leur origine restent encore à élucider. Les recherches sont d'autant plus difficiles que d'autres vestiges, plus dangereux, subsistent. Plus de 30 ans après la fin de la guerre du Vietnam, les campagnes et les rizières sont encore défigurées par les bombardements américains et infestées d'engins explosifs non désamorcés. Cette plaine, si calme en apparence, était en effet un lieu d'affrontement quotidien entre les forces américaines et celles du Pathet Lao, le parti nationaliste laotien, allié des Viet Minh. Nous devons reprendre la route, rejoindre le bitume par ce petit bout de piste et poursuivre notre périple vers le sud. Cette fois, nous regagnons une grande ville. Une rapide halte au marché s'avère pleine d'enseignements sur les coutumes culinaires laotiennes. Certaines nous laissent tout de même un peu perplexes. Alors là, sur les marchés, en tant que cuisinier moi-même et grand amateur de bouffe, je suis affolé.
Il y a beaucoup de trucs que je ne connais pas, que je découvre. Par exemple, j'ai déjà vu faire la cuisine laotienne, mais je suis bien sûr et persuadé que je n'arriverai pas à la reproduire comme il faudrait, donc je ne ferai pas de cuisine laotienne. Mais bon, ça me tente, j'ai envie de goûter à tout, mais il y a trop, on ne peut pas. C'est toujours pareil, quoi, hein. C'est toujours l'île de la Réunion, ce qu'il y a sur la Réunion et ce qu'on peut trouver sur un continent asiatique. Il n'y a pas photo. Il y en a beaucoup plus ici, il y en a trop pour moi. J'ai goûté quand même aux œufs de fourmi, aux larves, aux têtards de grenouilles. Est-ce que tu veux qu'on trouve ça à La Réunion? Un régal, très simple. Les 3 paillons vous font une soupe. Pour un départ en moto, là, dans le brouillard, c'est idéal. Hein. Nous remontons en altitude. La route serpente entre des pics abrupts, baignés par le brouillard. La saison sèche, d'octobre à avril, est aussi la plus fraîche. Les écarts de température dans une même journée peuvent être très importants. Saisis par le froid, nous atteignons cette bourgade carrefour où nous attend notre bien modeste hôtel. Le Laos, c'est un pays qui s'ouvre tout doucement au tourisme. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des prestations en fait très différentes. Aujourd'hui, on est dans une petite ville qui n'est même pas sur les guides, avec des conditions d'hébergement beaucoup plus rustiques. Mais c'est ça un petit peu l'esprit du voyage, c'est être capable de s'adapter à toutes les circonstances. On va retourner prendre un café, non? Non, il fait pas si froid que ça quand même. 8 degrés ce matin dans la chambre. C'est bon avec 2 couettes, on était bien. Nous sommes donc pressés de regagner la chaleur et ne perdons pas de temps pour nous remettre en selle. Heureusement, le brouillard se dissipe très vite à mesure que nous descendons. Nous atteignons assez rapidement Luang Prabang, sur les rives du Mékong. Marquée par une forte présence française, cette ancienne capitale royale est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2007, plus de 200 000 touristes ont visité Luang Prabang. Son architecture est unique dans la région. Temples typiques, aux toits tombants, et maisons coloniales côtoient des demeures traditionnelles laotiennes en bois. Pris séparément, ces éléments n'ont rien d'exceptionnel. Réunis dans une même ville, ils constituent un ensemble spectaculaire. L'autre grande époque que l'on peut aborder dans des villes comme ici, comme à Luang Prabang, eh bien c'est l'histoire du pays avant la colonisation et notamment à travers la religion et la philosophie du bouddhisme et tous les temples que l'on a pu découvrir dans cette ville, complètement différents de ce qu'on a pu voir dans le nord du Laos à travers le village. Luang Prabang est incontestablement un des très hauts symboles du bouddhisme en Asie. Vêtus de la simple toge orange, les moines se comptent par milliers, ce qui renforce indéniablement le caractère mystique de la ville. Chaque matin, une procession apparaît, silencieuse. En échange de leur bénédiction, les moines reçoivent des fidèles leur nourriture quotidienne. En moins d'une demi-heure, tout est terminé. Ils regagnent leur vat, procèdent au partage des aumônes et commencent leur journée. « 90% de la population est bouddhiste. Pas un village qui ne compte au moins un temple, une grotte sacrée. Visiter ces havres de paix, c'est comprendre les fondements philosophiques d'une population aussi accueillante que généreuse. C'est pour nous l'occasion d'une formidable pause. Lorsqu'on découvre un pays à moto, on est dans le mouvement permanent de la route. Ces étapes sont vraiment appréciables lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, de découvrir ces temples. On est ramené aussi aux vraies valeurs des choses. Et ce sont des moments aussi de recueillement.
Le voyage touche à sa fin. Il ne reste que quelques kilomètres avant de rejoindre Vientiane, la capitale, et de nous envoler vers la Réunion. Il restera de ce voyage un sentiment extraordinaire de chaleur et de sérénité, celle d'un peuple qui nous a ouvert son cœur et a su toucher le nôtre.